Déjà, pour commencer tout de suite, en tant que spécialiste de Jérusalem, on va peut-être commencer par une question générale. Quelle importance accordez-vous aujourd'hui à la recherche dans le champ des études sur Jérusalem? Êtes-vous toujours intéressé par la recherche dans ce domaine après la publication de votre livre sur le quartier des Maghrébins, paru en arabe à l'Institut des études palestiniennes? Et comment évaluerez-vous l'état actuel de la recherche de manière générale dans ce domaine? Mais moi, effectivement, ça fait à peu près 25 ans que je travaille sur l'histoire de Jérusalem. Ma dernière enquête archivistique, historique, scientifique, effectivement, c'est sur l'histoire du quartier maghrébin. Un livre qui, qui, qui est sorti en français en 2022, qui a été donc effectivement traduit en arabe par l'Institut d'études palestiniennes, qui est sorti l'année dernière, et qui est sorti aussi en 2023 aux presses de l'Université de Stanford en anglais, et qui va d'ailleurs également sortir en hébreu chez un éditeur israélien qui s'appelle Ivrit Publishing. Donc cette histoire, voilà, petit à petit, elle infuse, on va dire. Elle n'était pas inconnue évidemment des habitants palestiniens de Jérusalem. Elle était même tout à fait dans leur mémoire. Mais l'histoire documentaire, elle était peu connue. Et il y a une autre chose que j'ai faite à la suite de ce livre et que les gens qui nous regardent peuvent aller voir, c'est on a procédé à une reconstitution du quartier maghrébin en 3D à travers une application qui est accessible en français, en anglais, en italien, en arabe et en hébreu, euh, et qui est gratuitement accessible sur le Apple Store et sur le Google Play Store, qui s'appelle Jérusalem Maghrebi Quarter. Et cette application, elle permet elle a été faite par une agence italienne. Elle permet de vraiment bien se rendre compte ce qu'était le quartier maghrébin avant sa destruction. On peut le voir sous tous les angles. Et puis on peut même, j'allais dire, se promener en fait à l'intérieur du quartier. Il y a un mode Google Street View où en fait voilà, on se promène à l'intérieur du quartier. Évidemment, la chose qui manque et ce sont les habitants. On a un quartier qui est voilà. Mais cette reconstitution 3D, elle a fait beaucoup aussi pour, j'allais dire, populariser cette histoire parce que non seulement le quartier avait été détruit, mais il avait été, on va dire, oblitéré, invisibilisé. Le but avait été d'oublier sa mémoire, de cacher ses archives, etc. Et donc, en particulier auprès du grand public international ou du public israélien, la reconstitution 3D, c'est-à-dire une restitution visuelle, a aidé, je crois, à passer comme ça une espèce de mur de silenciation et d'invisibilisation. Donc voilà, et je continue de travailler sur ces projets-là en ce moment, par exemple, pour que l'histoire du quartier maghrébin soit présente dans l'exposition permanente du futur centre culturel marocain à Jérusalem, parce qu'évidemment, les Marocains sont particulièrement impliqués dans cette histoire-là. Donc, pour que comme ça, tous les touristes qui viendront dans le centre culturel marocain, eh ben, ce sera une autre porte d'entrée pour connaître l'histoire du quartier maghrébin. Euh, et voilà, pour l'instant, j'ai pas d'enquête archivistique nouvelle. Un de mes projets actuels, c'est que ce sont les traductions en fait de l'histoire de Jérusalem en bande dessinée, qui est un album que j'ai sorti il y a 2 ans, 3 ans, 3 ans. 3 ans, et qui a eu un succès absolument phénoménal en France, phénoménal, qui était très inattendu, 350 000 exemplaires pour une BD quand même euh, euh, assez documentée, qui fait 250 pages, qui est assez, c'était pas évident. Et aujourd'hui, on a 11 traductions qui sont sorties ou pratiquement sorties, italien, anglais, allemand, coréen, grec, turc, néerlandais, espagnol. Bon. Et on travaille en fait sur, on va dire, les traductions on voudrait que ce texte soit accessible en arabe et en hébreu. C'est pas les projets les plus simples, mais on est en train sans doute d'arriver à, à une solution, peut-être avec un éditeur égyptien. Donc ça, à chaque fois, c'est du travail en fait, hein. Il faut accompagner aussi les projets, il faut accompagner les traducteurs, il faut répondre à leurs questions.
Il faut, voilà, chaque traduction est un nouveau problème, quoi. Et puis l'autre chose, c'est que je suis en train d'adapter cette bande dessinée en série animée et pour la télévision. Et ça, c'est merveilleux parce que ça va nous permettre de toucher encore un public plus large. Voilà, donc c'est plein de projets et voilà qui font que pour l'instant, effectivement, j'ai mes cours aussi à l'université, mes étudiants, mes doctorants. J'ai pas le temps de lancer pour l'instant une nouvelle grande enquête archivistique, mais il y a encore beaucoup à faire, hein, et à travers le projet Open Jérusalem, je sais qu'il y a aussi beaucoup de collègues qui se sont saisis des archives qui sont dans Open Jérusalem et qui travaillent aujourd'hui. Donc voilà, on peut pas tout faire soi-même. Parfois, faut faire confiance aussi au collectif. Et c'est vrai, dans tous les cas, tous ces projets, Monsieur Lumire, sont très intéressants et on vous souhaite tout le succès. Euh, il y a quelques semaines, le gouvernement israélien, en fait, a décidé de lancer un projet de colonisation dans la zone E1, située à l'est de la ville occupée de Jérusalem, prévoyant la construction de 3 400 unités de logement. Quelle est, selon vous, la gravité de ce projet et quelles en seraient les principales conséquences? Alors oui, c'est un projet d'une gravité extrême. Il faut comprendre que c'est pas un projet de plus, parce que le problème, c'est que le public qui nous regarde, ils sont habitués à avoir des annonces comme ça sur une extension de colonie, une décision de colonie, etc. Et pour les gens qui sont pas spécialistes, finalement, c'est presque, j'allais dire, business as usual, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours une colonie ou une extension de colonie. Et la difficulté, donc, pour nous, là, c'est de faire comprendre que le projet E1, donc ce projet euh, de colonisation dans la zone E1, il a rien à voir avec les précédents et il est, euh, il crée vraiment une rupture absolument majeure pour deux raisons. La zone E1, d'abord, elle est immense. Elle se situe entre Jérusalem et Jéricho, donc un petit peu au nord de la route qui relie Jérusalem à Jéricho, à proximité de la colonie actuelle de Ma'ale Adumim, qui est déjà immense. Et il faut que vous rendiez compte que jusqu'à ces dernières semaines, les Israéliens renonçaient à ce projet de colonisation du fait d'un veto américain. C'est-à-dire que les États-Unis insistaient, les États-Unis pourtant, dont on sait qu'ils sont quand même depuis longtemps, et en particulier depuis le premier mandat de Donald Trump, très proches des positions israéliennes. La colonisation de la zone E1, c'était vraiment une ligne rouge. Hein. C'était le pas à ne pas franchir. Donc ça vous dit ce que le point auquel c'était important. Et c'est important parce qu'effectivement, on est entre Jérusalem et Jéricho, et donc la construction de ces logements. Alors quand on dit 3400 logements, c'est pareil, hein, il faut que on compte toujours en logements, mais il faut que les gens qui nous regardent fassent à peu près une multiplication par 4 ou 5. Dans chaque logement, il y a 4 ou 5 individus. Donc 3400 logements, ça veut dire pratiquement 15 000 personnes. 15 000 habitants, voilà. Donc il faudrait tout de suite, je peux dire ça aux gens que ce soit pour la zone E1 ou pour les autres extensions de colonies, quand on leur dit 2000 logements, il faut qu'ils s'entendent 10 000 euh, colons, 10 000 habitants. 10 000 logements, 50 000, voilà. Il faut multiplier pratiquement par 5, hein, par unité de logement. Donc c'est massif, hein, c'est un premier investissement qui est massif, et ça aurait deux conséquences immédiates. Un, ça euh, couperait définitivement la dernière route qui existe entre la Cisjordanie Nord et la Cisjordanie Sud. Aujourd'hui, si vous êtes palestinien, que vous habitez à Bethléem et que votre grand-mère habite à Ramallah et qu'elle est malade et qu'elle va mourir et qu'elle demande à vous voir, vous ne pouvez pas passer par la route 60, par la route la plus directe. Euh, Vous devez en fait contourner, hein, par une route qui est très difficile, très encombré, mais qui passe en contrebas de Ma'ale Adumim, qui croise la route de Jéricho et qui remonte vers Ramallah. C'est comme une espèce de ligne de vie, d'artère qui relie encore la Cisjordanie Nord et la Cisjordanie Sud. Évidemment, par Jérusalem, ça ne passe pas pour les Palestiniens, et plus à l'ouest, ça ne passe encore moins, puisqu'ensuite, on a un territoire israélien. Donc, c'est la toute dernière route disponible, et la zone E1 est située précisément à l'endroit de cette route.
Donc, les deux Cisjordanie seraient définitivement isolées l'une de l'autre, premièrement. Et deuxièmement, donc ça, c'est sur la côte, l'axe nord-sud, on va dire. Et puis, il y a l'axe est-ouest. Cette colonie, elle isolerait encore plus qu'aujourd'hui les 400 000 Palestiniens de Jérusalem-Est, dont on sait qu'ils sont déjà en grande partie isolés par, euh, par la barrière, le mur de séparation. Mais, encore une fois, par des routes contournées, etc., ils peuvent euh, sortir par là. Si la zone E1 est construite, vous regardez la carte et vous vous rendez compte que les 400 000 habitants de Jérusalem-Est deviennent littéralement enfermés et ne peuvent plus accéder à ce qui est à l'est, hein, c'est-à-dire Jéricho, etc. Et on sait que Jéricho, c'est aussi ensuite, c'est le point Allenby, c'est la Jordanie, c'est pour eux c'est leur famille, hein, et on sait que pour les Palestiniens, la Jordanie, c'est aussi l'aéroport d'Amman qui leur permet d'aller au Canada, d'aller voir leur famille ici ou là. Donc c'est voilà, c'est une annonce qui est d'une gravité sans précédent, qui contrevient évidemment au droit international, évidemment à l'interdiction de ce qu'on appelle la colonisation de peuplement, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'installer des populations civiles en zone occupée. Tout ça est connu, mais en plus de tout ça, encore une fois, rendez-vous compte il y avait un veto sur la zone 1, y compris pendant le premier mandat de Donald Trump. Donc ça vous dit la gravité de ce qui se passe. Et deuxièmement, ça va définitivement couper la Cisjordanie Nord et la Cisjordanie Sud et définitivement isoler les habitants palestiniens de Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie. C'est en effet, Monsieur Lemire, un projet très dangereux. Et en fait, un autre projet aussi très dangereux, c'est que le gouvernement israélien actuel s'emploie activement à modifier le statu quo dans le Haram el-Qudsi, ou l'esplanade des mosquées, en cherchant à y imposer un partage spatial et temporel, comme cela a été fait dans la mosquée Ibrahimi à Hébron. Quelle est, selon vous, la dangerosité de cette orientation et quelles sont ses chances de succès déjà? Et estimez-vous que la menace que représentent les organisations qui veulent reconstruire le troisième temple à l'emplacement du dôme du rocher reste toujours réelle? Ces, ces, euh, ces projets, c'est une montée en puissance incrémentale, c'est-à-dire que c'est des projets évidemment que je suis particulièrement attentivement et notamment parce que j'ai écrit cette histoire du quartier maghrébin de Jérusalem. Et ceux qui vont lire cette histoire vont apprendre que la justification de la destruction du quartier maghrébin de Jérusalem, explicite, hein, en juillet 1967, c'était de dire il faut absolument créer un lieu saint vaste pour les fidèles juifs qui habitent à Jérusalem ou qui viennent en pèlerinage ou en tourisme. Et donc, il faut créer une esplanade, une vaste esplanade de prière devant le mur occidental. Euh, et ce qui a été fait. Donc, on a détruit ce quartier construit par Saladin, on a expulsé 1 millier d'habitants en une nuit pour créer une esplanade de prière. Et c'est le fameux accord entre Moshe Dayan et les autorités jordaniennes du Waqf, euh, qui est, qui a deux espaces de prière dans ce périmètre. Un espace de prière exclusivement musulman, qui est l'esplanade des mosquées à Ahmed Sherif, géré par le Waqf, et un espace de prière exclusivement juif en contrebas devant le mur occidental qui a été établi au détriment des habitants du quartier maghrébin. D'une certaine manière, c'est ce que j'ai appelé la solution à deux esplanades, c'est-à-dire une- en parallèle avec cette fameuse solution à deux États, c'est-à-dire on crée deux entités et voilà. On a même demandé à l'époque, le gouvernement israélien a demandé à l'époque au grand rabbin d'Israël de publier une déclaration qui a été publiée, une déclaration écrite, hein, qui est aujourd'hui encore présente sur des panneaux qui se situent à l'entrée de l'esplanade, qui rappelle que en bonne orthodoxie juive, il est absolument interdit de se rendre sur l'esplanade, euh, pour une raison simple, c'est que si effectivement, si la théorie du premier temple, du deuxième temple est avérée, ce que pense, ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai,
euh, les, les fidèles juifs qui viendraient visiter cette esplanade ne peuvent pas, dans les conditions actuelles, évidemment, ne peuvent pas remplir les conditions de pureté, les conditions de séparation qui devraient être prévues. Personne ne sait où sont la zone des hommes, des femmes, le sein des saints, etc. Donc, il y a une contradiction totale en orthodoxie entre le fait de revendiquer euh, le, le temple à cet endroit-là, et en particulier un éventuel troisième temple, et le fait de s'y rendre euh, comme ça, sans précaution. Et malgré cela, donc malgré cette interdiction rabbinique de 1967, et malgré la, la création de cette très grande esplanade du mur, depuis les années, ça a été petit à petit, vraiment petit à petit, c'est-à-dire ça commence dans les années 90, 90, 2000, en fait, à la suite de la deuxième intifada. On se souvient de la fameuse visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées, qui a été un des déclencheurs de la deuxième intifada. Donc voilà, il y a cette provocation d'un Premier ministre qui vient avec toutes les forces de sécurité euh, pour, d'une certaine manière, revendiquer une forme d'appropriation. Euh, et, et, et depuis, voilà, c'est quelque chose qui monte, mais la grande différence, c'est que jusqu'ici, c'était des forces tout à fait marginales au sein on va dire, du champ politique israélien. C'était des colons extrémistes, c'était des franges, y compris qui étaient marginales au sein même du mouvement des colons. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus mainstream. Ensuite, ça a été des députés qui sont montés. Et aujourd'hui, c'est des ministres. Donc, on voit bien qu'on passe de militants marginaux à militants mainstream, à députés, à ministres. Ça veut dire que le projet passe des marges du champ politique au centre du champ politique. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ce projet, il s'accompagne aussi de tentatives de modification concrètes. Vous avez parlé du modèle d'Hébron, et c'est tout à fait juste. Ce qui est visé, en fait, c'est la mosquée Ibrahim, hein, c'est-à-dire la mise en place de tout un système de portiques, de caméras, de division de l'espace et du temps extrêmement dangereux, hein, par ailleurs. On sait qu'à Hébron, c'est un endroit où il y a des affrontements réguliers. C'est un endroit où il y a eu cet attentat gravissime dans les années 90, entraînant plusieurs dizaines de morts palestiniens. Euh, donc, diviser l'espace, diviser le temps. Et c'était en juillet 2017, je crois, oui, ce qu'on a appelé la crise des portiques, un moment assez important où Benjamin Netanyahou avait euh, à la suite, je crois, à la suite d'un attentat, il avait décidé la mise en place de portiques de sécurité, un peu comme des portiques d'aéroport, à toutes les entrées, de l'esplanade, toutes les entrées réservées aux fidèles musulmans. Et, euh, et les propres services de sécurité, d'ailleurs israéliens, disaient c'est absolument pas crédible, c'est-à-dire n'importe qui a pris l'avion sait combien c'est long de passer des portiques de sécurité. Pour faire, de toute façon, c'est long. De toute façon, c'est long. Les téléphones portables sonnent, les clés sonnent, les machins, etc. Les gens s'énervent. Voilà, c'est extrêmement long. Et, euh, et il faut savoir que l'esplanade des mosquées, pour les grandes prières du Ramadan, c'est plus de 100 000 personnes qui entrent et qui sortent. Et qui ont leur travail, qui ont leur transport, qui ont leurs enfants à l'école, enfin, ils peuvent qui, c'est pas comme à l'aéroport, ils peuvent pas arriver de 4 heures à l'avance. C'est juste pas possible. Ce que disaient les services de sécurité, c'était que par ces portiques pouvaient passer maximum 5000 personnes par heure. Donc, en fait, ce qui était présenté comme un objectif sécuritaire était en fait une fermeture de l'espace de prière. Et là, on avait quelque chose effectivement qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire on met en avant un objectif sécuritaire en disant il s'agit juste d'empêcher les gens de rentrer avec des armes à feu. Et en fait, sous couvert d'objectifs sécuritaires, on organise une fermeture de facto de l'espace. Parce que 5000 personnes par heure, quand je vous dis qu'une grande prière du Ramadan, c'est plus de 100 000 personnes, ça veut dire que, de fait, il y aura plus de grandes prières du Ramadan. Et là, la jeunesse palestinienne a fait quelque chose de tout à fait euh, d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant. Je dis bien la jeunesse parce que ça a été les, on va dire, les réactions institutionnelles
ont pas été forcément à la hauteur, hein. Mais les jeunes Palestiniens ont fait quelque chose de très simple. Ils ont refusé de passer par ces portiques et ils se sont mis à prier à l'extérieur des portiques, c'est-à-dire à l'extérieur de l'esplanade. Donc en pleine rue et puis ensuite mais et donc c'était tous les soirs, à chaque heure de prière, des dizaines de milliers de personnes qui se rassemblaient en fait devant les portiques pour dire nous refusons en fait cette clôture de facto et voilà, ça devenait absolument intenable d'un point de vue sécuritaire, extrêmement dangereux, il y avait des affrontements, etc. Et au bout de quelques jours, euh, les portiques ont été démontés en pleine nuit sous les vivas des jeunes Palestiniens. Donc, je raconte juste cet épisode-là pour dire que la défense de l'esplanade des mosquées, pour pour tous les Palestiniens, je pense, mais en particulier pour les Palestiniens de Jérusalem, parce que c'est eux qui, d'une certaine manière, en ont la charge, est quelque chose d'absolument central. Et euh, quand on parle avec ces jeunes Palestiniens, effectivement, ils disent c'est notre combat à nous, en fait. C'est l'espace dont on a la responsabilité. Ils sont dans une situation tout à fait particulière, dans des conditions d'occupation particulières, ils sont particulièrement surveillés, ils sont particulièrement par exemple, ils peuvent pas. On sait bien que les Palestiniens de Jérusalem, ils peuvent pas s'organiser politiquement, encore moins qu'en Cisjordanie, encore moins qu'à Gaza, hein. Et donc, la défense de l'esplanade des mosquées, pour eux, c'est leur combat. Voilà. Et ils considèrent que c'est un combat qu'ils doivent mener au nom de tous les Palestiniens. Et voilà, je raconte souvent cet épisode de juillet 2017 parce que c'est vrai que on a tendance à parfois oublier les victoires ou les petites victoires on sait bien que la menace est toujours là, mais euh, je suis absolument certain que ce combat il est en cours. Il est aussi en cours pour une raison. Alors il y a des jeunes qui ont des motivations particulièrement religieuses, hein. Pour eux c'est vraiment c'est un espace tout à fait sacré, mais on voit aussi des jeunes qui sont pas particulièrement pratiquants ou quoi. Et mais la raison, c'est que c'est pour eux le seul espace public à Jérusalem. Et il y a 400 000 Palestiniens qui habitent à Jérusalem. Et quand vous allez à Jérusalem-Est, il n'y a pas il y a pas de place, il n'y a pas de parc, il n'y a pas ce qu'on se trouve à Jérusalem-Ouest, ou qu'on trouve dans n'importe quelle ville, c'est-à-dire des espaces publics où on peut se réunir, où on peut discuter, où on peut éventuellement aussi manifester, c'est-à-dire s'organiser collectivement. L'esplanade des mosquées, si on regarde, c'est le seul espace public disponible. Et donc, beaucoup de jeunes, c'est aussi l'endroit où on peut être au calme, se reposer, discuter avec ses amis, prier, bien sûr, lire, euh, parfois faire la sieste, regarder les chats, regarder. C'est un endroit, peut-être les gens qui connaissent pas Jérusalem peuvent se dire, c'est un endroit qui est en permanence sous tension, etc. Pas du tout. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de visite de Itamar Ben-Gvir et de la police israélienne, c'est l'endroit le plus calme au monde, c'est l'endroit le plus harmonieux, le plus paisible, où les personnes âgées sont là, où les enfants jouent. Il y a, dans la partie nord de l'esplanade, les enfants ils jouent au ballon, les personnes âgées se reposent en buvant du thé, les jeunes discutent, ils vont prier, ils ressortent. Enfin, c'est un endroit, et pour les Palestiniens de Jérusalem-Est, qui vivent dans un contexte qui est très dur, avec une surpopulation dans les logements, avec des problèmes de transport, avec des problèmes de chômage, avec des problèmes, enfin, ils vivent dans des conditions difficiles. Cette esplanade des mosquées, c'est aussi un espace de vie et de détente dans un quotidien qui est très dur. Donc voilà, la menace est réelle. Aujourd'hui, c'est Itamar Ben-Gvir qui est à la pointe de cette tentative israélienne. Ce qui a changé ces derniers mois, c'est alors des visites de plus en plus nombreuses, de plus en plus structurées. Donc des visiteurs qui, par exemple, les visiteurs, les colons juifs qui visitent aujourd'hui, un certain nombre prennent soin, par exemple, d'enlever leurs chaussures, de s'habiller en blanc, de marcher à reculons quand ils s'éloignent du dôme du rocher, de se balancer d'avant en arrière. Donc
alors autant de gestes qui n'ont rien à voir avec l'orthodoxie juive dans l'espace du temple, mais qui sont là pour signifier visuellement que précisément ils ne sont pas des touristes, mais ils sont bien en prière, et que donc ils contreviennent aux règles qui avaient été fixées en 67. Donc ça c'est nouveau. Ça veut dire que et l'autre chose qui a quelques mois seulement, c'est on commence à entendre des chants à haute voix. On commence à entendre des prières à haute voix, Itamar Ben-Gvir y compris. Alors ça se passe souvent dans la partie est de l'esplanade, hein, c'est-à-dire là où il y a effectivement pas mal de d'arbres, pas mal d'oliviers. Dans l'axe, donc on va dire dans l'axe est-ouest, on va dire entre le dôme du Rocher et le sommet du Mont des Oliviers. Donc c'est un peu toujours le même parcours qui est fait. Et on a effectivement des gens qui s'allongent par terre, qui psalmodient, etc. Il y a une blague d'ailleurs, c'est que la police israélienne fait semblant au départ en bas de continuer de confisquer les livres de prière parce que voilà, le règlement, c'est que on n'a toujours pas le droit d'entonner des prières juives d'ailleurs ou des prières chrétiennes sur l'esplanade des mosquées, ce qui entre nous est tout à fait normal. Si vous allez aujourd'hui dans une église et que vous mettez devant le chœur et que vous mettez à entonner des prières musulmanes, islamiques ou des prières juives, bon, c'est pas respectueux pour les gens. De même, si vous allez dans une synagogue et que vous vous mettez à entonner des prières islamiques ou des prières chrétiennes, c'est pas voilà. Donc il faut se dire qu'il est tout à fait logique qu'il y ait quand même des lieux saints qui soient dévolus à une confession, quoi. C'est juste la base partout. C'est vrai à Rome, à Lourdes, à la Mecque, à Médine, enfin c'est vrai partout en fait. Et, euh, donc oui, les policiers continuent de confisquer ces fameux livres de prière, mais aujourd'hui tout le monde a un téléphone portable dans la main, et donc en fait, évidemment, tous les textes sont là et très ostensiblement, ils tiennent ce téléphone portable devant leurs yeux et pour montrer en fait qu'ils sont en prière, qu'ils sont en train de lire des prières, en train de faire des chants de prière, tout ça. Donc, il y a une menace qui est forte. Euh, Jérusalem, c'est un peu le cœur de la mobilisation actuellement. Les violences, ils sont pas forcément très fortes, mais les tensions, ils sont très fortes en ce moment. À part tout cela, Monsieur Lemire, les organisations sionistes déploient des efforts aussi acharnés pour s'emparer des biens des Palestiniens dans le quartier de Sélouane et en modifier le caractère, tout en intensifiant la construction dans la zone qu'elles appellent la Cité de David. Où en sont aujourd'hui ces efforts et pensez-vous qu'ils sont voués à aboutir pleinement? Oui, Silouane, c'est l'autre ligne de front. Donc effectivement, les maisons continuent d'être appropriées, expulsées. Il y a un changement majeur qui est en train de se préparer, c'est la construction du téléphérique. Donc un téléphérique câblé en fait, qui qui devrait rejoindre en fait Jérusalem-Ouest, Silouane et le Mont des Oliviers. Silouane étant un peu le hub, le nœud en fait de ce réseau et qui devrait donc, s'il est mis en place, attirer des milliers de visiteurs euh, euh, juifs israéliens, juifs en visite, en tourisme, en pèlerinage à cet endroit-là. Et parce qu'aujourd'hui, Silouane reste quand même, on va dire, difficile à atteindre par la route, hein. C'est un quartier palestinien de Jérusalem qui est très escarpé, très en pente, et donc, même les gens les plus motivés, voilà, il y a en permanence des bouchons, etc. Donc, d'une certaine manière, entre guillemets, ça protège encore un tout petit peu ce quartier. Si on imagine un téléphérique, donc où on peut déverser en fait des milliers de gens toutes les heures, en particulier dans la zone archéologique de Silouane, qui a été mise en place par les organisations de colons israéliens. Là, ça va changer les choses. Ça va changer les choses parce qu'en plus, ce public pourra connecter les fouilles israéliennes de Silouane avec l'esplanade du mur occidental, avec la vallée orientale, avec la source de Gihon, et avec, en fait, là, on aurait d'une certaine manière un encerclement effectif de toute la zone palestinienne de Silouane, qui serait extrêmement difficile. C'est là, c'est la prochaine étape.
ce téléphérique. On l'annonce en permanence. On a l'impression, j'ai cru comprendre qu'un certain nombre de piliers déjà avaient été, enfin, des zones des futurs piliers sont déjà prêtes, etc. Ça va assez vite hein, de construire un téléphérique. Hein. C'est beaucoup plus rapide que de construire une ligne de tramway ou une ligne de train. C'est assez léger comme infrastructure d'une certaine manière. Donc ça peut aller très vite quand la décision politique sera prise. Monsieur Lemire, si on veut partir un peu vers la Cisjordanie, les milices civiles et l'armement de colons modifient-ils la grammaire du conflit en Cisjordanie et dans les territoires de 48, que ce soit la police et l'impunité et la justice? Et quel parallèle historique y voyez-vous? Il est certain que la grammaire du conflit et des conflictualités a changé en Cisjordanie, je dirais, il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, les colons qui étaient, on va dire, soit passifs, soit sur la défensive, sont passés à l'offensive. Voilà la bascule. Euh, et, et évidemment, sous le couvert de l'armée israélienne. Hein. C'est de plus en plus évident, de plus en plus manifeste et de plus en plus assumé d'une certaine manière. Euh, Il y a, donc il y a quotidiennement, vraiment maintenant aujourd'hui quotidiennement, des descentes de colons, souvent très jeunes, qui s'en prennent à des civils, qui matraquent des femmes. Il y a eu dernièrement encore. Donc c'est des images d'une violence extrême qui brûlent des voitures, qui brûlent des maisons, euh, qui assassinent parfois par balle. Hein. Ça s'est passé plusieurs fois dans un village en Cisjordanie Nord. Le seul terme qui convient, et il a été employé pour le coup, par le président d'Israël, Israël Herzog, dont on ne peut pas accuser d'être pro-palestinien ou gauchiste ou quoi. C'est vraiment quelqu'un de extrêmement modéré. Israël Herzog parlait de ces assassinats de Palestiniens par des colons israéliens en Cisjordanie, a parlé plusieurs fois, mais par écrit, il a parlé de pogrom. Et quand Israël Herzog dit pogrom, il sait très bien à quoi il fait référence. C'est un terme qui résonne très fort dans l'histoire juive et dans l'histoire des diasporas juives, en particulier en Russie, en Europe centrale. Qu'est-ce que c'est qu'un pogrom? C'est l'assassinat de populations civiles ciblées ethniquement sous couvert d'une armée régulière. Euh, et voilà, donc j'utilise ce terme parce qu'il est le seul pour décrire en fait exactement ce qui se passe. Encore une fois, le président israélien utilise lui-même ce terme pour essayer peut-être de faire réagir la société israélienne, mais elle ne réagit plus aujourd'hui. C'est vrai que le mouvement euh, anti-colon au sein de la société israélienne, qui était encore assez fort il y a quelques années, est devenu complètement minoritaire, et que le niveau de violence ne cesse de s'élever. Hein. C'est comme si les lignes rouges ne cessaient de se déplacer. Ce qui était scandaleux il y a encore 10 ans est devenu totalement habituel aujourd'hui. Hein. C'est des choses qu'on connaît hein, dans l'histoire, hein, ces processus comme ça qui font une forme d'habituation hein, à des niveaux de violence. Euh, et cette habituation, elle touche à la fois le public israélien, mais elle touche en fait aussi le public international. C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que quand une information devient quotidienne, voire plusieurs fois quotidienne, elle perd de son, elle perd d'une certaine manière de sa brutalité, de sa violence. Et donc, on a du mal, y compris les journalistes me disent, ils ont du mal quand ils appellent leur rédaction pour dire qu'il s'est passé ça, 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 la rédaction à Paris ou à Londres, ils disent, oui, bon, ok, c'est encore une fois business as usual, quoi. Donc, la situation, elle est gravissime et elle est d'autant plus grave que, on va dire globalement, le cessez-le-feu à Gaza euh, s'appuie sur un plan qui est tout à fait incomplet, qui est le plan Trump. Et si vous regardez le plan Trump, au-delà de tout le bavardage, etc., il y a une chose qui manque dans le plan Trump, c'est la Cisjordanie. C'est vraiment l'angle mort. Et c'est exprès, évidemment. Il y a pas, c'est pas qu'ils ont oublié point 21, c'est qu'il n'y a pas. Et, et donc, et puis il y a une deuxième indice, c'est que Bezalel Smotrich, qui est ministre des Finances et ministre du Développement des colonies, faut pas l'oublier, Bezalel Smotrich, c'est le ministre le plus puissant du gouvernement israélien. Peut-être d'une certaine manière plus puissant que Benjamin
Netanyahou. C'est lui qui tient toutes les finances de tous les autres ministères. Donc par définition, il tient tous les autres ministres. Et il est, en plus d'être ministre des Finances, il a un portefeuille qui n'existait pas avant, qui est ministre du Développement des colonies. C'est-à-dire que c'est lui, donc il est jugé parti. C'est-à-dire que quand il y a une colonie qui demande, enfin quand il veut porter un projet de développement d'une colonie, il, c'est Bezalel Smotrich qui demande à Bezalel Smotrich de financer ce développement. C'est vraiment en circuit très fermé, quoi. Et donc, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir sont restés dans le gouvernement, si vous regardez. Alors qu'ils avaient annoncé un grand renfort de menaces avant le cessez-le-feu. S'il y a un cessez-le-feu, on va quitter le gouvernement. Ils n'ont pas quitté le gouvernement. Et il faut pas croire, il faut les prendre au sérieux. C'est des gens sérieux, c'est des gens intelligents, en particulier Bezalel Smotrich, qui ont une stratégie euh, très 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 construite. Et donc s'ils sont restés, c'est pour une bonne raison. C'est pas pour c'est pas pour leur voiture avec chauffeur. C'est pas vrai. C'est parce que ils pensent que dans le contexte précisément de ce cessez-le-feu à Gaza, il y a une opportunité historique pour eux de d'aggraver la colonisation dans des proportions jamais vues en Cisjordanie. Et donc effectivement, on le savait, mais ce qui se passe en Cisjordanie aujourd'hui est encore plus grave qu'avant le cessez-le-feu à Gaza et risque de se poursuivre. Vous avez parlé il y a quelques instants de combien c'est compliqué pour les Palestiniens de vivre à Jérusalem-Est et combien ils sont contrôlés là-bas. Donc, à Jérusalem-Est, l'état d'exception juridique, que ce soit le statut de résidence, le zonage, les checkpoints, etc., fabrique-t-il une citoyenneté conditionnelle et quelles brèches ces Jérusalémites ont-ils inventé pour rester sur place? Alors c'est vrai que Jérusalem-Est, c'est très intéressant parce que euh, il y avait en 1967, quand les Israéliens conquièrent puis annexent Jérusalem-Est, sur ce même territoire municipal que les Israéliens dessinent de façon très stratégique pour essayer de mettre en dehors des limites municipales le plus de population palestinienne possible et essayer de mettre en dedans du territoire municipal le plus de territoire possible, hein. Il y a vraiment toute une trajectoire comme ça qui est faite. Donc on peut tout à fait discuter de la légitimité de cette limite municipale, mais au moins elle sert à comparer des choses. Et dans la municipalité israélienne, la nouvelle municipalité israélienne de Jérusalem en 1967, après l'annexion, il y a 25% de Palestiniens. Et aujourd'hui, dans cette même limite, il y a 40% de Palestiniens. Donc on peut dire que jusqu'à aujourd'hui, l'annexion de Jérusalem-Est est un échec pour les Israéliens. Sur le plan territorial, ils ont réussi, mais sur le plan démographique, c'est un échec. Alors, la population palestinienne de Jérusalem-Est, entre 1967 et aujourd'hui, elle a été multipliée par plus que 5. Il faut savoir, alors, quelle stratégie? Il faut savoir que les Palestiniens de Jérusalem ont beaucoup de mal à obtenir des permis de construire. Donc, il faut imaginer que cette population, elle a été multipliée par 5, pratiquement sans permis de construire. Donc, on coupe une grande pièce en deux. Une pièce qui a un plafond élevé, on abaisse le plafond, on crée un deuxième étage. Un balcon, on le transforme en chambre pour le plus petit. La cave, on l'occupe. L'espace qui était sur la terrasse pour sécher le linge devient une pièce, etc. Donc, on agrandit, on crée des mètres carrés de par tous les moyens possibles. Voilà. Et, et on est évidemment menacé ensuite de destruction ou de, voilà, on transforme le garage, pareil, en chambre ou en petit appartement pour les enfants qui vont eux-mêmes avoir des enfants. Enfin, voilà. Mais ce système, il arrive à saturation aujourd'hui. C'est-à-dire que la crise urbaine à Jérusalem-Est, elle est énorme. Il y a un moment où, si vous voulez, le bâti peut pas contenir plus de population, quoi. Et, et, et donc, la, la, on voit bien là que l'équilibre démographique auquel on était arrivé aujourd'hui, 40% de Palestiniens, 60% euh, d'Israéliens à Jérusalem, il est en train de s'inverser. D'autant plus qu'il y a une orthodoxisation des populations de Jérusalem-Ouest, hein, des populations israéliennes, hein. Les laïcs partent de plus en plus de cette ville et ils sont remplacés par des gens très religieux qui font de plus en plus d'enfants, de plus en plus jeunes. Et donc, l'équilibre démographique à Jérusalem, il risque de s'inverser. Mais à ce jour,
Ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, la bataille démographique de Jérusalem, elle est remportée par les Palestiniens. Elle est remportée silencieusement par les mères de famille, euh, par, euh, par toute une série de stratégies. Vous savez, quand vous êtes Palestinien à Jérusalem, bon, vous n'avez pas le droit de vote, par exemple. Même si s'il y a des élections palestiniennes prochainement, on pourra faire voter les Palestiniens de Jérusalem grâce au smartphone, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, mais n'empêche que jusqu'ici, ils n'avaient pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit d'organisation politique. Et puis s'ils quittent Jérusalem pendant plus de 5 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est un peu arbitraire, ils se voient retirer en fait leur droit de résidence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, jusqu'à leur mort, ils n'ont plus le droit de retourner à Jérusalem. C'est, ça contrevient à toutes les règles élémentaires du droit, évidemment. Mais les Palestiniens ont mis en place des stratégies extrêmement fines par rapport à ça. C'est-à-dire qu'un jeune qui va partir faire ses études au Canada, au bout de 4 ans, pile, il revient. Euh, un autre qui va partir, je sais pas où, en Amérique du Sud, pour travailler dans l'entreprise d'import-export de son oncle. 4 ans et demi après, il revient, et c'est son cousin ou son frère qui le remplace, etc. Donc, on tourne comme ça. À ce jour, on estime qu'il y a un peu plus de 15 000 euh, permis de résidence ont été annulés depuis 1967. Alors c'est beaucoup trop, c'est 15 000 de trop, mais vous voyez, à l'échelle de, de la population de Jérusalem, c'est pas une stratégie qui fonctionne. Et même, on peut penser que c'est une stratégie contre-productive. C'est-à-dire que le fait pour les Israéliens d'avoir créé cette règle de dire au bout de 5 ans, si vous revenez pas, vous ne pourrez jamais revenir, c'est-à-dire y compris quand votre maman sera malade, mourante et morte, vous ne pourrez pas revenir l'enterrer. Enfin, des choses gravissimes. N'importe quel individu normal, s'il peut, au bout de 4 ans et demi, il rentre. Puis voilà. Alors que les sociologies migratoires, c'est pas celle-là. Vous connaissez les populations, les communautés migrantes en France ou en Europe. Souvent, quand ils partent, ils disent je vais revenir pendant 2, 3, 4, 5 ans, je vais revenir quand j'aurai fini de financer la maison au pays, etc. Mais en fait, ils restent parce qu'il y a toujours des problèmes d'argent, parce qu'on a toujours besoin de financer ci, de ça, de ça, de ça. Et finalement, on reste, et ce sera toujours l'année prochaine, je rentre, l'année prochaine, je rentre, l'année prochaine, je rentre. Et parfois, on voit, c'est parfois même un peu triste, on voit des vieux Algériens ici qui disent bah, c'est trop tard maintenant. Je suis pas rentré à temps et maintenant je suis trop vieux, je suis trop fatigué et je vais rester là. Donc n'importe qui fait des sociologies migratoires, il sait que des populations migrantes, en fait, si vous les laissez libres de circuler, ils vont avoir tendance à rester plutôt plus longtemps là là où ils se sont installés que prévu. Et donc le fait d'avoir créé cette règle-là, je ne suis pas le seul à le dire, mais elle est sans doute contre-productive, c'est-à-dire que cette règle a été très bien identifiée par les Palestiniens et elle a été totalement incorporée, totalement intégrée en fait à leur parcours de vie. Et ils entrent, ils sortent, ils entrent, ils sortent en permanence pour contourner en fait ça. Et d'une certaine manière, ça les a fixés, c'est-à-dire si je quitte Jérusalem, je ne pourrai plus jamais y revenir. Eh bien, je vais pas quitter Jérusalem. Ça va être un argument, voilà. Donc, voilà, ils sont dans cette situation-là. Monsieur Lemire, pour conclure, une toute petite question. La politique de colonisation de laquelle on parle depuis le début de l'entrevue, qu'elle soit intramuros ou périurbaine, par exemple sur Bahir, reconfigure-t-elle irréversiblement l'issue des deux capitales? Alors, ça, je ne le crois pas. Ça, je ne le crois pas, parce qu'encore une fois, il y a encore, à l'heure où on se parle, 40% de la population de Jérusalem qui est palestinienne, parce qu'on a aujourd'hui des moyens de créer une représentation politique qui ne passe pas par du matériel. Je vais être très concret, mais vous savez qu'en mai 2021, Mahmoud Abbas avait annulé le processus électoral parce que les 400 000 Palestiniens de Jérusalem ne pouvaient pas voter. Alors, bon, il y avait sans doute d'autres raisons. On sait que à l'époque, le Hamas s'était promis sans doute à une victoire. Donc, voilà, on peut dire ça. N'empêche que l'argument factuel, il était juste. C'est-à-dire que le président Mahmoud Abbas disait, on ne peut pas organiser des élections, revendiquer Jérusalem-Est comme capitale du futur État de Palestine et interdire aux 400 000 Palestiniens de voter. Pourquoi ils étaient interdits? Parce que les Israéliens ont toujours refusé d'installer des bureaux de vote palestiniens à Jérusalem.
Et si les Palestiniens voulaient le faire de façon autonome, dans la minute qui suivait, ils étaient molestés, arrêtés, voilà. Donc, poser quelque part physiquement une urne avec une adresse, avec des listes, papier, des stylos, etc., un bureau de vote, n'est pas possible à Jérusalem. Aujourd'hui, avec les outils numériques, on l'a fait dans plein d'autres endroits, on peut parfaitement permettre une représentation politique transparente, fiable, crédible, solide des Palestiniens de Jérusalem. Donc, si les élections palestiniennes ont bien lieu avant fin 2026, comme cela a été promis par le président Abbas, comme cela a été programmé, comme cela est en train d'être travaillé, notamment par l'Union européenne, on peut espérer que tous les Palestiniens pourront effectivement voter, y compris les habitants de Gaza qui ont été déplacés 5 fois, donc qui par définition n'ont plus d'adresse, donc par définition ne peuvent pas se rendre à un bureau de vote, par définition, voilà. Le vote numérique, y compris en Cisjordanie, où évidemment, au moment des élections, les Israéliens vont multiplier les checkpoints, multiplier les entraves à la circulation encore plus qu'aujourd'hui, etc. On sait tout ça. L'outil numérique est la solution. Et il est fiable aujourd'hui. On l'a fait dans des contextes, voilà, les populations palestiniennes, pour plein de raisons, sont parmi les populations les plus administrées du monde. Ils sont sur des tableaux Excel, pas seulement des renseignements israéliens, mais de l'UNRWA, je veux dire, de toutes les organisations. Donc, c'est des populations qui sont très connues, qui sont tout à fait identifiées. Et donc, voilà, je voudrais terminer là-dessus en disant, de mon point de vue, Jérusalem n'est pas l'obstacle majeur. Il y a une vitalité palestinienne à Jérusalem qui est très forte. Quand vous allez dans le marché à Jérusalem-Est, que ce soit en dehors de la vieille ville ou à l'intérieur, il y a des centaines, il y a des milliers de personnes qui continuent d'aller faire leurs courses là. Pourquoi elles vont faire leurs courses? Parfois, c'est des gens qui ont fait 1 heure et demie de bus, hein, qui seraient, qui ce serait bien plus simple d'aller chez leurs marchands en bas, du côté de Ramallah ou quoi. Mais en fait, non, c'est parce qu'ils veulent soutenir le commerce de Jérusalem. Et donc, ils vont acheter leurs chaussures là, ils vont acheter leur matériel électronique là, ils vont acheter leur café, ils vont acheter leur viande, ils vont acheter et ils repartent ensuite et refont 1 heure et demie de bus. Et ça, vous voyez, ça, c'est un combat silencieux, tranquille, qui fait pas de bruit, mais qui est le seul effectif, quoi, efficace. Aujourd'hui, j'ai dit que 40% de la population de Jérusalem était palestinienne. Si vous regardez dans la vieille ville, c'est beaucoup plus. La vieille ville, effectivement, elle est parsemée de drapeaux israéliens, elle est parsemée de police israélienne, de soldats israéliens, de pèlerins israéliens, de touristes israéliens. Mais si vous attendez que le soir tombe, que la nuit tombe, la plupart de ces gens soient rentrés chez eux, et vous comptez les gens qui sont là, ça veut dire qu'ils dorment là, ben vous allez voir qu'il y a moins de 10% des habitants de la vieille ville de Jérusalem qui sont juifs israéliens. Et que cette proportion ne bouge pratiquement pas. Donc près de 90% des habitants de la vieille ville ne sont ni juifs ni israéliens. Voilà. Ils sont palestiniens à différents titres. Il y a des chrétiens, il y a voilà, des gens qui sont des institutions, etc. Mais donc euh, le, 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 euh, cette fameuse capitale autoproclamée éternelle et indivisible de l'État d'Israël, comme je vous l'ai dit, sur le plan démographique, comme sur le plan de la vieille ville, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est d'ailleurs pour ça, sans doute, hein, que Itamar Ben-Gvir, etc., mettent tellement l'accent sur l'esplanade des mosquées, c'est-à-dire sur des choses symboliques sur lesquelles ils espèrent pouvoir l'emporter. J'ai mon chat qui nous dit que l'entretien est terminé, il a faim. Exactement, il est bien à l'heure. Sur ce, Voilà. Monsieur Vincent Lemire, merci beaucoup. Ce fut Merci à vous, d'entreprendre cette entrevue avec vous, en espérant vous recevoir très bientôt à Beyrouth au sein de l'Institut. avec plaisir, j'espère. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup encore une fois. Merci.